Il neigeait aussi quand je rencontrai Flore, quelques jours plus tard, au cours d'un réveillon. Je dansais avec elle. Je vis son alliance presque en même temps que son visage. Son mari devait être dans la foule des danseurs. Je ne me sentais pas capable de franchir ce genre d'obstacle, ni aucun autre nécessaire à une entreprise amoureuse. Pourtant, elle me plaisait, puisque je l'invitais à danser. Comment avais-je réussi à faire cet effort pour sortir de mon apathie ? Je lui avais même parlé, si on peut appeler parler ce qu'on baragouine sous une musique tonitruante. Tout cela semblait devoir se perdre dans les velléités. Pouvais-je imaginer qu'un an plus tard, elle viendrait me rejoindre aux Arcs en cachette de son mari ? Il y avait de la neige là encore, trop de neige, puisque le jeune directeur de la station avait été emporté par une avalanche. Il était mort, les vertèbres cervicales broyées. Je me souviens d'elle dans la baignoire. Elle pleurait. Je regardais par la fenêtre le paysage sous la neige pour me donner une contenance. C'est gênant, une femme qui pleure. Surtout quand on sait qu'on est responsable de ses larmes. Mais j'étais moi-même trop mal pour aider quelqu'un dans le malheur. Dans un état normal, la tristesse de Flore m'aurait apitoyée. Cette fois, elle m'agaçait, comme les gémissements que pousse une personne qui souffre d'une rage de dents en face d'un homme atteint d'un cancer généralisé. Dans la chambre nue, un seul objet accrochait le regard, ma machine à écrire, une Olivetti d'un rouge vif. Elle pavoisait bien en évidence, inutile, comme un aveu d'orgueil et d'impuissance. Je demeurais muet, glacial. J'attendais que la crise passe. Mais les sanglots redoublaient, peut-être en raison de mon indifférence. Je regardais toujours la neige. M'inspirerait-elle un expédient pour sortir de cette situation pesante ? C'était mon œuvre. Pourquoi avoir voulu la faire pleurer ? Pour la rendre pareille à moi ? Pour répondre coup pour coup à ce que j'avais souffert à cause d'une autre ? Je ne connais pas de tortionnaire plus énigmatique que le cœur humain. Puis, les choses s'arrangèrent, autant qu'elles le peuvent dans ce genre de circonstances. Flore partit retrouver son mari à Val d'Isère. Je l'accompagnai jusqu'à la télécabine. Il y avait entre nous une ambiance aigre de rupture. Pourtant, lorsque la cabine s'amenuisa jusqu'à devenir un point rouge dans la vallée de la Maurienne, soudain, Flore me manqua. Je me reprochais ma conduite. Je ne pouvais plus la joindre. Je devrais attendre qu'elle me téléphone. Je passais une nuit affreuse. Je l'avais perdue par ma faute. Les projets les plus fous me traversaient. Aller la retrouver, envoyer un télégramme. Mais j'ignorais où elle habitait. Et si je rencontrais son mari ? Non, il n'y avait pas d'issue. Seulement payer, souffrir. Le lendemain, le téléphone sonna. C'était Flore. Elle me pardonnait. Son pardon me déchirait. Je ne le méritais pas. Pas plus que je ne la méritais elle, sa compréhension, son éternel pardon. Pourquoi mon intrusion dans sa vie se réduisait-elle à lui causer des souffrances ? 3 jours plus tard, je regagnai Paris. Ma machine à écrire rouge à la main, je marchais dans la neige. La cabine du téléphérique me déposa à Bourg-Saint-Maurice. Dans le train, j'installai mon bagage dans le compartiment de couchette et je me mis à regarder le paysage sous la neige, strié par les lignes électriques. Je me demandais quel genre de type occuperait la couchette supérieure. C'était toujours une impression désagréable de devoir passer la nuit en compagnie d'un inconnu, de partager son intimité, les petites habitudes avec lesquelles il dorlote son corps, ses gargarismes, son application à se laver les dents. J'appréhendais un skieur bavard, qui sait s'il n'éplucherait pas une orange, peut-être un ours descendu tout droit des pistes sans passer par la douche. Je m'attendais au pire tant il est certain qu'il arrive toujours. Le contrôleur se présenta. L'idée que, peut-être, je serais seule me remplit de joie. Celui-ci ne me laissa pas d'espoir. La cabine supérieure était réservée. On annonça le départ. L'inconnu allait-il rater le train, retardé par les avalanches qui barraient les routes ? Je vis un homme courir sur le quai et monter dans le train au moment où celui-ci allait s'ébranler. Mes pires suppositions furent contrariées. J'avais devant moi un homme jeune, sympathique, ouvert. Prévenant, il me demanda si je préférais la couchette supérieure. Cela m'était égal autant qu'à lui. Après avoir rangé ses bagages, il vint me rejoindre dans le couloir. Il avait envie de bavarder. Sa conversation était légère, agréable. Il pétillait de gaieté. Nous parlions de ski, de pentes glacées, de pistes rouges, de conditions météorologiques, des avalanches.
Une petite musique agréable, pas fatigante, tandis que le paysage se déroulait devant nous, interrompu par les tunnels. Comment un détail aussi anodin que l'agrément d'un compagnon de voyage au lieu et place d'un raseur peut-il ensoleiller à ce point un moment? La nuit tomba, effaçant les montagnes. Nous regagnâmes la cabine encore aménagée en petit salon. Ma machine à écrire rouge trônait sur la banquette. La conversation prit un tour plus intime. Il me parla de sa femme et de sa fille qu'il venait de quitter, d'un ami qui avait fait une mauvaise chute et qu'on avait dû transporter d'urgence à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice, puis de ses activités au sein d'une grande banque d'affaires. Chez un autre, de tels propos m'auraient fait bâiller. Mais ce jeune homme était si lumineux qu'il éclairait même les mornes OPA, les fusions-acquisitions. Je l'écoutais, intéressé, dépaysé, faisant semblant de comprendre cette mécanique boursière à laquelle pourtant je ne pipais mot. Enfin, ne voulant pas trop s'appesantir sur ses activités, il s'enquit de ce que je faisais. Je désignais la machine à écrire rouge. Je l'avais remarqué, me dit-il. Je me demandais si vous n'étiez pas un ami de ma femme. Si vous n'étiez pas... J'entendis avec effroi prononcer mon nom. Elle m'a souvent parlé de vous. Je crois que vous vous êtes rencontrés chez les... et que vous connaissez les... Ces noms m'apparurent aussi dangereux que des précipices. Il parlait de cette rencontre comme s'il s'agissait de la situation la plus naturelle du monde, la plus claire, la moins suspecte. Déjà, je ne l'écoutais plus. Rencognée sur la banquette, je sentais mon être se rétrécir. Son amabilité me devenait pénible. Elle me faisait horreur. Comment ne pas me trahir par un changement brusque de comportement? Que faire pour donner le change? Je ne pouvais supporter ma duplicité. Comment ne s'apercevrait-il pas qu'il devait me haïr, un ami de sa femme? Est-ce que ce genre de relation n'est pas forcément suspect? Pourquoi n'éprouvait-il aucune méfiance? Ma bonne humeur s'était tarie. Je répondais sans enthousiasme à ses propos. Il crut que j'avais sommeil, et une fois encore, par délicatesse, il feignit de vouloir dormir. Il appela l'homme de nuit pour déplier les lits. J'admirais son aisance sociale, ses manières pleines de tact et d'assurance. Pendant qu'on préparait nos couchettes, nous nous retrouvâmes dans le couloir. Je le voyais de profil, éclairé par intermittence. Il était beau, séduisant. Il devait réussir tout ce qu'il entreprenait et mener ses affaires avec franchise et bonne humeur, comme sur une piste de ski avec de bons camarades. Alors, pourquoi était-il bafoué? Pourquoi par moi? Quelle mystérieuse fêlure dans son couple pouvait expliquer la conduite de sa femme? Il ne pouvait savoir à quel point son infortune me le rendait fraternel. N'avais-je pas été trompée moi aussi, ravagée par cette jalousie dont il ne manifestait aucun symptôme? Apprendrait-il un jour la vérité? Saurait-il jamais combien j'avais été hypocrite? Dès que les couchettes furent prêtes, il me proposa courtoisement d'entrer le premier dans la cabine afin que je me prépare pour la nuit. Je déclinai son offre, prétextant mon manque de sommeil. Il me souhaita bonsoir et la porte en bois laqué du compartiment se referma sur lui. Qu'allais-je faire? Il m'était impossible de m'allonger à quelques centimètres de cet homme. Pourtant, je ne pouvais pas passer la nuit ici. L'angoisse me saisit. Et s'il savait? Je me voyais égorgée durant mon sommeil. Ou pire, réveillée en sursaut pour une explication d'homme à homme. Autant d'inquiétudes qui ne m'inspiraient pas une féroce envie de dormir. À Bourg-en-Bresse, épuisée d'avoir imaginé les multiples drames possibles que je risquais, autant par fatalisme que par lassitude, je m'abandonnai à mon sort. J'entrai à tâtons dans le compartiment. Seule une veilleuse violette diffusait une faible lumière. Par précaution, je me glissai dans ma couchette à moitié habillée. En cas de désagrément, je préférais ne pas me retrouver dans la situation désarmée et inoffensive d'un homme nu. J'entendais la respiration de mon compagnon. Le pire, c'est qu'il devait dormir. Dormir avec la satisfaction que donne une bonne journée de ski, les muscles au repos, l'esprit serein, la conscience en paix. Quand le contrôleur signala qu'on approchait de Paris, je fis semblant d'être assoupi. Je l'entendis faire ses ablutions. Lorsqu'il fut prêt et qu'on annonça l'entrée en gare, je ne m'étais toujours pas résolue à me lever. Il quitta le compartiment avec ses bagages, non sans m'avoir adressé un très discret au revoir. Je grognai une réponse et tirai les draps sur mon visage.